donc surtout durant ces comptoirs. N'hésitez pas à intervenir. Alors, c'est vrai qu'on vous demandera au tout début, lors des présentations, de ne pas intervenir. Il y aura juste 5 minutes de questionnement par rapport à la présentation et donc les discussions auront bien lieu par après. Donc, je demanderai d'avoir une certaine discipline en la matière de manière à ce que cela se déroule bien. Benoît. Merci Alain. Alors, effectivement, l'objectif aurait été de pouvoir se retrouver au coin du bois ou bien autre lieu. Ce n'est pas le cas, mais pour la cause, nous avons des orateurs qui sont effectivement, qui ont pas mal étudié les outils, mais qui sont aussi des praticiens, vous allez le voir. Alors, avant d'aller plus loin, enfin de leur laisser la parole, je vais vous faire un petit rappel très bref des outils plus ou moins sophistiqués en gestion forestière, depuis la croix du bûcheron jusqu'au fantastique Renascope de Bitterlich, vous connaissez ça, et puis le non moins outil génial qu'est la jauge pour mesurer les surfaces terrières et pouvoir accessoirement décapsuler une chimée. Tous ces outils sont quand même bien connus des forestiers, nous ont servi bien longtemps pour pouvoir mener à bien des mesures sur le terrain, mesures dendrométriques, des mesures de surface, les mesures également de stationnelles, pour pouvoir décrire les stations forestières. Ces outils se sont petit à petit modernisés, ont commencé à embarquer de l'électronique et on retrouve grosso modo bien sûr les mêmes fonctions de mesure des arbres, des différentes caractéristiques des arbres, mais également des placettes. La boussole s'est fait détrôner par le GPS. Et puis, d'autres outils sont apparus pour pouvoir mesurer les stations, avoir des vues d'ensemble des peuplements grâce aux avions et puis maintenant grâce aux drones. Tous ces outils continuent à être méchamment utiles, nous fournissent toute une série d'informations. D'autres existent, d'autres outils aussi ont été développés au point de vue numérique. Il y a des outils qui peuvent être embarqués sur des smartphones comme Moti ou l'application Katam. Des outils numériques dédiés existent. Un a été développé ici en Wallonie, c'est TeamTrack. Des outils sont disponibles aussi sur le web. Le fichier écologique qui a été revu et dont va nous parler Jonathan est un outil très puissant qui peut aider remarquablement les forestiers. Des outils aussi de formation en distance sont disponibles, des modules, des plans simples de gestion informatisés existent pour aussi les éléments agroforestiers, par exemple. Donc, quantité d'outils sont accessibles sur Internet et qui permettent souvent d'intégrer toutes ces mesures faites par ces instruments sophistiqués pour pouvoir de plus en plus facilement faire des plans de gestion et avoir une vision complète de sa forêt, de son bois et surtout de la façon dont on peut le gérer et de l'avenir qu'on peut lui préparer. Alors, tous ces éléments-là donc peuvent être intégrés. Vous allez avoir une présentation de ces outils numériques, d'exemples d'outils numériques. L'objet sera de voir, de discuter entre nous pour voir dans quelle mesure ces outils sont appropriés, peuvent-ils être améliorés, ce sera ouvert. Et le réseau peut parfaitement aider à développer ou améliorer l'ergonomie, par exemple, de certains outils. Certains sont utilisés déjà par des groupes d'action locales dans le cadre du réseau de développement, rural. C'est le cas du travail mené par la cellule d'appui à la propriété forestière, à la petite forêt privée, avec
nos amis Vincent et David. Ces outils sont aussi remarquablement intégrés auprès des gestionnaires et des experts forestiers. Et là, ce sera plus le mot d'Olivier Baudry qui va nous exposer sa démarche. Donc, nous avons 3 types d'acteurs. Jonathan Lizin est chercheur au niveau de la faculté des sciences agronomiques de Jean Blou. On le présentera plus en détail, mais donc, le travail de l'université est de développer des connaissances et de pouvoir les intégrer. J'attends en plus un travail de vulgarisation important qu'il développe, et ce sera l'occasion d'en parler. La cellule développe également des outils, des approches, des services. Donc la démarche est aussi gratuite, mais elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas prendre la place des experts forestiers. Et Olivier, avec sa société Dryades, joue ce rôle d'expert pour pouvoir aller plus loin, intervenir sur des forêts et pouvoir proposer des plans d'aménagement et des plans de gestion. On va en parler d'abondance maintenant, puisque je vais leur laisser la parole, en commençant par le premier exposé, celui de Jonathan Lizin, qui va vous présenter Forestimator. Forestimator est un outil en ligne pour caractériser les stations forestières. L'objectif est que tous les gestionnaires forestiers puissent au moins l'utiliser, et Jonathan va vous expliquer comment. On va vous montrer qu'il y a une gradation dans les outils et dans leur sophistication. Donc pour ça, je vais vous le laisser présenter, mais je vais d'abord vous présenter Jonathan, qui est donc forestier sorti de Jean Blou en 2011, et puis qui a continué à travailler dans un doctorat qu'il a conduit après également à un post-doctorat à l'IGN France. C'est pour vous dire que il est vraiment orienté sur l'imagerie, sur la cartographie numérique, et notamment sur l'utilisation d'images collectées par les drones pour pouvoir caractériser les ressources forestières. Il est également indépendant depuis 2017, mais sur des prestations de photogrammétrie, d'imagerie, de drones en foresterie. Et il mène aussi des missions archéologiques en Afrique et au Moyen-Orient. Donc pour vous dire que Jonathan n'est pas un universitaire qui reste cloîtré dans sa tour d'ivoire. D'ailleurs, il a plein d'autres passions en lien avec les sports, avec l'écologie, aussi les voyages. Et depuis jusqu'en 2017, il était également administrateur délégué de la société coopérative Allons Enfants, pour gérer l'éolienne, des premières éoliennes installées pour lesquelles une coopérative avait été fondée pour permettre aux citoyens, et spécialement aux enfants, de pouvoir contribuer à une société où l'énergie pourrait être décarbonée. Je voudrais aussi juste annoncer qu'il a développé un autre outil. On n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais ça s'appelle Phytospy. On verra, peut-être qu'on aura l'occasion un peu d'en discuter. Un outil aussi très utile pour pouvoir caractériser la station et l'association phyto que votre forêt pourrait abriter. Alors, Jonathan, je vais te laisser la parole. Pour ça, je vais arrêter le partage pour que tu puisses toi-même partager ton écran. Je vérifie, des commentaires sont apparus. Je vois que le discours est haché. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Parfait. Et est-ce que vous voyez bien le support de présentation que je viens d'afficher à l'écran? Benoît? Je ne le vois pas, mais je n'ai pas le bon écran, je pense. Oui, c'est bon. Très bien. Ça marche. D'abord, merci pour cette introduction et merci pour cette invitation au comptoir de l'innovation. Ça m'a permis de donner un petit coup d'accélération au développement de Forestimator, qui maintenant est en ligne et relativement opérationnel, mais encore en développement.
Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le portail web qui permet la description des stations et des peuplements forestiers que nous développons donc à Jean Blou. Je travaille depuis une bonne année avec l'informaticien des services et sous la direction des professeurs Philippe Lejeune et Hugues Claessens. J'ai divisé mon exposé en deux parties, une partie plus théorique, désolé mais c'est nécessaire, et une partie pratique où je vous montrerai une vidéo de démonstration du site. Alors, pour commencer, forestimator, ça provient de la contraction des mots forêt et estimator. Et derrière estimator, il y a estimation, et derrière estimation, il y a la notion de modèle. En effet, forestimator souhaite réunir différentes modélisations de la forêt et de la station. Un modèle est une représentation simplifiée d'une partie de la réalité. Une carte est un modèle, et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'une carte ne fait pas office de réalité ultime, c'est donc une représentation simplifiée. Mais néanmoins, c'est très utile. Pourquoi avons-nous développé Forestimator? D'une part, de plus en plus de données cartographiques sont disponibles pour la description du milieu et pour la description des peuplements forestiers. Nous avons à l'unité une volonté forte de partage des résultats des recherches scientifiques. De nombreuses recherches sont des recherches appliquées. Malheureusement, l'utilisation de logiciels de systèmes d'information géographique reste pour l'instant réservée à des experts. Ce n'est pas toujours aisé de manipuler des informations géographiques. Enfin, et en interne, nous avons différents outils qui nous permettent le développement d'applications web de cartographie. Donc, on s'est mis à l'ouvrage. Alors, le contenu, nous avons différentes cartes qui sont présentées sur cette application web. Et ces cartes se regroupent en deux classes différentes. D'une part, on a la description de la station forestière et d'autre part, nous avons la description des peuplements. Nous avons une description générale de la station au travers des informations de pédologie, de relief et de climat. Nous avons une série de cartes qui provient de l'approche fichier écologique des essences, dont je vais vous parler durant cet exposé. Et nous avons une série de cartes qui provient de l'approche catalogue de stations, dont je ne vous parlerai pas durant cet exposé. Concernant la description des peuplements en place, pour l'instant, il y a un axe de description de la composition avec des cartes de probabilité de présence pour différentes essences forestières et un axe de description de la hauteur des peuplements et donc de leur structure. À qui s'adresse ce site Internet? Aux gestionnaires forestiers, aux aménagistes, mais aussi aux étudiants et aux chercheurs et aux simples curieux. Comme l'a dit Benoît précédemment, donc, il y a différents niveaux de complexité pour ce logiciel, et donc on peut en faire un usage très simple ou un usage très compliqué. J'attire votre attention que, anciennement, Forestimator est le nom qu'on a donné à un plugin de QGIS qu'on a développé à l'unité en 2015-2017, qui permettait la détermination de la hauteur dominante depuis un modèle numérique de hauteur. La plateforme web Forestimator que je vous présente aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce plugin. Et si je vous dis ça, c'est parce que si vous tapez Forestimator dans un moteur de recherche type Google, pour l'instant, il va uniquement vous renvoyer vers l'ancien outil. Alors, le fichier écologique des essences, je vous en parle parce que de nombreuses cartes qui sont présentes dans Forestimator proviennent de cette boîte à outils. Le fichier écologique des essences est une boîte à outils qui a pour vocation d'aider le gestionnaire forestier à choisir des essences forestières qui conviennent à une station donnée. Ce sont des outils qui ne datent pas d'hier, en effet. La première édition en 2 volumes, éditée en 91 et en 94, était déjà le fruit d'une recherche à intérêt universitaire conséquent. Le fichier écologique des essences a fait l'objet d'une révision récemment. La deuxième édition a été présentée en 2017, après des années de travail. Cette révision a porté sur la mise à jour des connaissances sur l'haute écologie des essences, sur la prise en compte des services écosystémiques. Une attention particulière a été portée sur les changements climatiques, on comprend pourquoi. Et, in fine, après quelques années d'utilisation, on se rend compte que les aspects cartographiques ont pris l'ascendant sur les démarches de terrain, grâce, et principalement, grâce à l'utilisation du site internet fichier écologique des essences.be. Les différents outils du fichier écologique des essences sont symbolisés ici sur ce graphique par les différents logos. On a des outils stations à gauche et des outils essences
à droite. Parmi ces outils, citons différentes cartes des descriptions du milieu, des outils de diagnostic terrain, que ce soit des clés dichotomiques abiotiques ou une démarche de diagnostic floristique, et les outils essences sont les fiches essences bien connues. Le lien entre tous ces outils reste l'écogramme, donc je vais vous parler un petit peu de l'écogramme, mais de manière assez superficielle parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. Alors l'écogramme, c'est une manière de représenter les différentes stations qui existent en région wallonne. Une station, voici la définition, pour ceux pour qui ça ne serait pas clair, c'est une étendue de terrain de superficie variable qui est homogène dans ses conditions écologiques, topographie, climat, sol, végétation spontanée. Il existe différents écogrammes, dont voici 3 exemples à l'écran. C'est un outil synthétique. Et ils ont tous en commun de représenter d'une part la richesse chimique et d'autre part la richesse hydrique, en 2 axes. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a très généralement un 3e axe qui n'est pas représenté en 2 dimensions, qui est l'axe climatique. Voici à quoi représente l'écogramme moderne du fichier écologique des essences. Nous avons en abscisse le niveau trophique et en ordonnée le niveau hydrique. Chacune des positions dans l'écogramme, représentée par un disque gris ici, représente donc un type de station dont les conditions sont homogènes. Nous avons représenté la niche écologique des essences au sein de l'écogramme, qui se trouve dans leur fiche essence. On y a disposé sous forme de disques en couleur les différentes aptitudes. Et avec les cartes dont nous disposons, nous pouvons calculer pour chacune des positions de la région wallonne une aptitude pour chacune des essences. C'est l'exercice que l'on a fait. Voici les différentes classes d'aptitudes que l'on peut trouver pour une essence. L'optimum qui correspond à la production optimale de l'essence. La tolérance où l'essence peut produire, mais avec certains facteurs limitants. La tolérance élargie où la production n'est pas possible, mais où l'essence peut jouer un rôle d'accompagnement, un rôle écologique ou sylvicole. Et l'exclusion où l'essence ne peut pas se développer sur le long terme. Comme je vous disais, on dispose des différentes cartes et des informations qui nous permettent le calcul des cartes d'aptitude pour chacune des essences. Je passe maintenant à la partie pratique. Alors, le site Forestimator permet pour le moment une consultation des différentes cartes, leur téléchargement pour une utilisation en local, en interne, et 2 modules d'analyse. Il y a le module d'analyse ponctuelle qui permet la description synthétique, rapide et complète d'une position donnée. Une position correspondant donc à une station. L'utilisateur peut exporter les résultats de l'analyse ponctuelle sous forme d'un rapport PDF. Le 2e module correspond à l'analyse surfacique. C'est nettement plus compliqué. C'est le calcul de statistiques sur base de surface, qui sont renseignés par l'utilisateur au moyen d'un shapefile de polygone. Il s'agit donc d'une utilisation plus experte. Déjà, un beau petit paquet de documentation est disponible sur le site Forestimator, ainsi qu'un module d'authentification, permettant l'accès à des fonctions plus spécifiques. Le site est structuré en 5 sections, la page d'accueil, la page de documentation, et les 3 autres sections sont les sections de cartographie, d'analyse ponctuelle et d'analyse surfacique. Forestimator, une plateforme d'outils cartographiques pour la gestion des forêts wallonnes. Donc je lance maintenant la vidéo que j'ai préenregistrée pour la démonstration du site internet. Si vous ne la voyez pas, faites-moi signe. Voici comment se présente l'application web Forestimator. Le site est composé de 5 sections. La première est la page d'accueil. Elle est la vitrine du site et permet l'accès aux différentes sections ainsi qu'à un module d'authentification. La seconde section regroupe l'ensemble de la documentation relative à Forestimator et aux différentes cartes de description du milieu et des peuplements qui y sont présentés. Les 3 autres sections sont similaires car présentent toutes une carte.
La page de cartographie permet à l'utilisateur de sélectionner la carte à afficher. La page d'analyse ponctuelle permet à la description d'une station dont la localisation est définie par l'utilisateur. Enfin, la page d'analyse surfacique offre aux utilisateurs chevronnés l'accès à des analyses portant sur des surfaces. La navigation d'une page à l'autre depuis la page d'accueil s'effectue en sélectionnant le menu qui intéresse l'utilisateur. Depuis les autres pages web, la navigation s'opère au moyen de la barre de navigation située au-dessus du site. Les 5 logos en haut à droite permettent l'accès à la page d'accueil, à la documentation et aux pages de cartographie, d'analyse ponctuelle et surfacique. La page de documentation est structurée en rubriques, accessible via le menu de gauche. La description des cartes comprend un texte général qui est le plus souvent accompagné d'un graphique. La version de la carte ainsi que les références bibliographiques y sont également présentées. La page de cartographie se présente de la manière suivante. La grande partie de l'interface est constituée d'une carte interactive. L'utilisateur peut naviguer sur l'ensemble de la région wallonne de manière intuitive. Le zoom et le dézoom de la carte sont contrôlés par la molette de la souris. Les deux autres sections ont en commun cette carte. Seul l'encart de droite change d'une page à l'autre. Sur la page cartographie, c'est la liste des cartes disponibles qui s'affiche dans cet encart. Pour visualiser une carte, il faut cliquer dessus. Elle devient ainsi la carte active, c'est-à-dire celle affichée à l'écran. Les cartes sont regroupées en 3 thématiques. Celle de la description des conditions environnementales de la station, celle de la description des peuplements et celle des cartes d'aptitude des essences forestières. Il y a 2 manières de consulter la légende de la carte affichée à l'écran. La correspondance entre les couleurs et leur signification s'affiche en appuyant en haut de l'encart de droite. La deuxième manière de consulter la légende est d'effectuer un double clic sur une position en particulier de la carte. Une fenêtre apparaît et renseigne l'information de la carte active pour cette position. Depuis la page cartographie, l'utilisateur peut exporter un échantillon ou même la totalité d'une carte. Il doit pour cela sélectionner sa zone d'intérêt, qui est celle délimitée par l'emprise visible de la carte à gauche. Le bouton Télécharger permet ensuite de recevoir et d'utiliser la carte sous format raster dans un logiciel de système d'information géographique. Passons à la page d'information ponctuelle. Une analyse ponctuelle est effectuée chaque fois que l'utilisateur double-clique sur une station d'intérêt. La position de la station est symbolisée par un cercle mauve. Une description complète de la station forestière est donnée. Sa pédologie, son altitude et l'ensemble des critères de description stationnelle utilisés dans le fichier graphique des essences. Zone bioclimatique, niveau hydrique, niveau trophique, etc. Le tableau des aptitudes des essences est également renseigné pour cette station. Les acronymes des essences forestières sont placés dans une des 4 colonnes du tableau, correspondant aux 4 aptitudes possibles. Optimum, tolérance, tolérance élargie et exclusion. L'utilisateur peut exporter les résultats d'une analyse ponctuelle sous forme d'un rapport au format PDF. À noter que si la carte active est une carte d'aptitude, l'analyse ponctuelle fournira 2 sections supplémentaires. Le détail de la détermination de l'aptitude, ainsi que l'échogramme de l'essence avec la position de la station en mauve. Enfin, la dernière section concerne l'analyse surfacique. Cette section concerne une utilisation plus poussée, réservée aux personnes maîtrisant du moins en partie les notions sous-jacentes au système d'information géographique. Les surfaces d'intérêt doivent être chargées par l'utilisateur sous forme d'un shapefile de polygone. Le shapefile chargé s'affiche sur la carte en bleu. L'analyse s'effectue pour un polygone en particulier. Pour commencer, l'utilisateur doit choisir la ou les analyses dans la liste proposée. Dans la plupart des cas,
Une analyse correspond à une carte. Ensuite, l'analyse est effectuée sur le polygone sur lequel l'utilisateur clique tout en maintenant enfoncé la touche Shift du clavier. Le calcul peut prendre du temps, d'autant plus si la surface d'intérêt est grande. Les résultats se présentent dans une nouvelle page, constituée de 3 parties. La première contient les informations générales de la parcelle, localisation, relief et pédologie. La deuxième partie est constituée du tableau d'aptitude des essences. Pour chaque essence, la proportion en surface de chaque aptitude est présentée. La troisième partie contient le résultat des autres analyses sélectionnées, composition, hauteur dominante, etc. Forestimator est un outil évolutif qui regroupe les résultats sous leur forme cartographique de nombreuses recherches scientifiques. La plateforme est amenée à évoluer dans un futur proche. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo de démonstration. J'ai déjà dépassé mon temps de parole, donc je vais clôturer maintenant. Donc c'est une plateforme évolutive qui va continuer à être alimentée par différents résultats de recherche. Je suis un petit peu en recherche d'utilisateurs qui pourraient me donner des feedbacks sur l'ergonomie du site et sur le contenu. Et donc, n'hésitez pas à me faire des retours par email. Voilà, je pense que tout est dit. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, on a prévu un petit temps si vous avez des questions particulières de clarification à poser par rapport à ce qu'a présenté Jonathan. C'est le moment, sinon on aura l'occasion de débattre plus globalement et spécialement la proposition que Jonathan fait est en attente d'un retour et peut-être qu'il faudrait organiser quelque chose d'un peu plus approfondi pour pouvoir prendre en main cet outil. D'abord peut-être le tester chez vous avant de revenir en groupe et peut-être poursuivre cette réflexion. Elle sera peut-être valable également pour les autres outils qui vont être présents. Alors, à ce stade-ci, avez-vous des questions de clarification à poser à Jonathan? Je ne vois pas de main se lever. Je ne vois pas non plus de questions apparaître dans la fenêtre conversation. Bon, Jonathan, c'était hyper clair. Merci, Benoît. Donc, tout le monde a tout compris. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de curiosité à approfondir cet outil, donc on en parlera tout à l'heure. Oui, comme tu dis, à mon avis, il faut imaginer un système de formation qui soit un petit peu plus long qu'une présentation de 15 minutes, même si c'est déjà un début. Et après, il faudra que je communique autour de la sortie de ce site, qui en fait est très récent, encore méconnu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, cela pourrait être évoqué et encore une fois, le réseau peut aider à mettre cela en place si ça correspond à une demande, une attente, bien sûr, des forestiers. Et ça, il faudra pouvoir le définir avec vous et avec d'autres. Alors, Alain, je vais te laisser la parole pour introduire la deuxième intervention, celle de la cellule d'appui à la petite forêt privée. Oui. Tu me mets la présentation, tu me l'as mise? Oui, je partage. Parce que là, j'ai un souci. Ah, voilà, OK. Bien. Donc, avant cela, encore un petit rappel, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez déjà des questions par rapport au débat que nous aurons par après, pour vous aider, il y a le chat. Donc, ça vous permet d'éviter peut-être de devoir l'écrire par écrit ou de devoir retenir et peut-être de l'oublier par la suite. Donc, utilisez le chat pour indiquer vos questions et ça permet aussi aux personnes de préparer la réponse. Donc, effectivement, on va passer maintenant à une autre présentation. Et c'est vrai que les outils de gestion numérique existent de plus en plus, sont de plus en plus présents maintenant, aussi bien au niveau agricole qu'au niveau forestier. Et donc, on a voulu avoir une présentation sur un tel type d'outils
Et donc, on a fait appel à Vincent et à David, que je vais vous présenter très brièvement. Donc, Vincent est diplômé ingénieur forestier depuis 2001 et impliqué dans des projets de recherche sur la forêt privée de la faculté de Jean Blou entre 2001 et 2004. Il est aussi auteur d'une thèse sur l'évaluation économique de la fonction récréative de la forêt wallonne, qui est une fonction évidemment aussi importante aujourd'hui. Et on pourrait peut-être en reparler aussi au niveau du débat, ce sera intéressant, je crois. Il a été chargé de projet chez Ressources Naturelles Développement, donc RND, de 2010 à 2011, et traitant notamment de la forêt privée. Ce mot va revenir évidemment fréquemment. Et depuis 2012, il est responsable de la cellule d'appui à la petite forêt privée au sein de l'Office économique wallon du bois. Et cette cellule a été impliquée dans différents projets européens ces dernières années, tels que FaceMap dans le cadre des actions COST, Forêt Pro-Boss, un programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen, et Régio Wood 2 dans le cadre d'un programme Interreg Grande Région. David Berck, deuxième personne qui va intervenir, parce qu'ils ont voulu absolument faire cela en duo, donc ce qui est très bien aussi. Lui a suivi différentes formations, puisqu'après une licence en sciences chimiques et un grade comme conseiller technique PC et réseau informatique, on comprend déjà un petit peu le pourquoi du comment. Il a obtenu le diplôme de bachelier en agronomie, orientation, forêt et nature, sorti en 2014. Après un petit séjour à l'IFAPME comme professeur de biochimie et de botanique, il est rentré en 1999 chez Celabor, qui est une société de services scientifiques et techniques aux entreprises, en tant que chimiste analyticien, puis comme responsable département papier, carton et emballage, et ensuite comme responsable informatique jusqu'en 2015. Il a eu un petit moment aussi de technicien forestier indépendant entre 2015 et 2017, et depuis 2017, il travaille à l'Office wallon du bois en tant que technicien forestier chargé de projets à la cellule d'appui à la petite forêt privée. Alors, pour information aussi, nous avons parmi nous Valérie Branjean, qui a travaillé au GAL Tigé-Chavé, qui maintenant est coordinatrice du GAL Condro-Famenne, et qui a beaucoup travaillé aussi sur la petite forêt privée du GAL Tigé-Chavé. Et elle connaît bien évidemment les différents intervenants. Donc, par la suite, ce serait intéressant de pouvoir avoir des interactions très pratique aussi, puisque notamment le gage, voilà, le GAL, pardon, Tigé-Chavé, est très très présent sur le terrain aussi. Donc je vais laisser la parole maintenant aux deux orateurs, 15 minutes de présentation, et je crois que ce sera aussi assez interactif. Merci à eux. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, commence, je me présente Jean-Paul Son. Il vient de l'écho, c'est coupé l'autre micro. Oui. Voilà. Donc, je vais vous commencer cette présentation sur l'outil mapropriétéforestière.be. Je vais représenter un peu le contexte. Et puis, je céderai la parole à mon collègue David, qui vous présentera plus en détail l'outil, puisqu'il a contribué largement à son développement, avec d'autres partenaires du projet qu'il vous présentera. Alors, en pratique, on a déjà vu on a déjà fait une petite allusion à cela. Il y a beaucoup d'outils qui existent, on va dire, pour l'aide à la gestion forestière et qui ont un niveau de complexité croissante. On n'a pas cité tout simplement le géoportail WallonMap du service public de Wallonie, mais qui fournit pour quantité de personnes impliquées dans la gestion forestière toute une série de données cartographiques assez intéressantes, mais fatalement en consultation uniquement et sans avoir un univers dédié, je veux dire, pour sa propre propriété ou pour la propriété que l'on gère. À l'opposé, et notre collègue Olivier y fera allusion davantage par après, il y a quantité de logiciels ArcGIS, QGIS et autres qui permettent à des professionnels de traiter dans tous les sens, on va dire, toutes les données cartographiques pour
en tirer le meilleur pour l'aide à la gestion forestière. Entre les deux, Benoît a fait allusion notamment à la société TeamTrack, qui a développé quantité d'outils, dont aussi des plateformes d'aide à la gestion forestière, tout comme Oxygis, qui a déjà une histoire plus ancienne dans le domaine. Je veux dire par là qu'entre la simple consultation d'informations sur un site public comme le géoportail et les logiciels peut-être complexes pour tout un chacun, il y a quantité de niveaux intermédiaires, de solutions qui sont plus développées pour la forêt. Et se pose la question après, finalement, de quoi a-t-on besoin en fonction de qui on est? Je veux dire par là, la forêt privée en Wallonie, c'est près de 84 000 propriétés. C'est fatalement des profils et des attentes multiples, puisque des propriétaires parfois héritent aujourd'hui d'une petite parcelle de 50 arts ou d'une propriété plus importante, et d'autres sont des propriétaires aguerris, même parfois gestionnaires à temps plein eux-mêmes, et qui ont suivi des formations, ont des compétences assez poussées en matière informatique, en matière cartographique, etc. Donc, on a une diversité de propriétaires, évidemment, et donc fatalement des attentes différentes qui vont de tout simplement où se trouve ma parcelle, la parcelle dont je viens d'hériter ou que je viens d'acheter, quelles sont ses principales caractéristiques en matière d'aménagement du territoire, en matière stationnelle, en matière de composition et autres. Et ça, c'est la question de base, première et prioritaire, on va dire cela comme ça. Et à l'opposé, on a effectivement des professionnels ou des propriétaires tout à fait aguerris qui veulent faire des plans d'aménagement forestier, qui vont collationner toute une série de données pour finalement en faire ressortir ce qu'ils souhaitent en faire ressortir en matière de plans d'aménagement. Donc vous voyez que par rapport à tout ce qui est présenté ce matin et tout ce qui existe, je n'ai pas cité le fichier écologique des essences, qui est aussi son site web et qui fournit depuis 2017, comme l'a dit Jonathan, aussi des données assez intéressantes pour les gestionnaires. Mais il y a quantité d'outils qui existent. Et nous, au niveau de la cellule d'appui, où nous sommes un service, je veux dire, financé par la région pour les propriétés de petites superficies, donc les propriétés qui ont des blocs de moins de 5 hectares d'un seul tenant, nous, dès 2012-2013, on a été confrontés au problème. WallonMap est en cours de création à ce moment-là, de comment fournir l'information cartographique à des propriétaires qui sont, dans la grande majorité des cas, fatalement pas des forestiers de formation, et même qui ont parfois des difficultés pour des questions parfois de grand âge ou bien de manque d'accès, je veux dire, aux ressources, des difficultés d'accès à l'information cartographique. C'est pour ça que dès 2013, on avait essayé de mettre en place un petit portail cartographique qu'on appelait maparcelleforestière.be et qui avait comme vocation première de développer une fiche cartographique de la parcelle en question. Donc, c'était tout simplement, on reprenait l'exemple, on va dire que déjà pour un compte bancaire, on arrivait à se connecter dans un accès, je vais dire, sécurisé pour consulter ses comptes. Et bien ici, le propriétaire pouvait créer son compte forestier avec tout simplement le référencement de sa parcelle cadastrale et toute une série d'informations qui étaient préformatées par rapport à sa parcelle. Cet outil devenait globalement assez obsolète et vieillissant par rapport tant au développement, je veux dire, informatique qu'au niveau, je veux dire, possibilités qui étaient offertes en matière d'accès à l'information et de traitement de l'information. C'est pour ça qu'il y a une réflexion qui s'est entamée en 2016-2017 pour déjà un peu moderniser la chose, et notamment grâce à deux partenaires qui sont la Société Royale Forestière de Belgique et la SBL Ressources Naturelles et Développement, dans le cadre d'un projet Interreg que mon collègue David vous présentera. La volonté était aussi à ce moment-là de favoriser l'établissement de documents simples de gestion, notamment dans le cadre de la certification forestière, mais je dirais plus largement, c'était le fait de permettre aux propriétaires, quelle que soit sa surface, d'encoder un peu dans un outil numérique tout ce qu'il a souvent sur un coin d'une feuille de papier, dans des vieux documents cadastraux ou des vieux carnets du père ou du grand-père, et qui constituent un peu l'historique de la parcelle et surtout, je veux dire, la vision de gestion pour l'avenir. Autrement dit, on observe très souvent, et c'est encore plus vrai en petite forêt privée, qu'il y a quantité de périodes au moment des successions notamment, où il y a une cassure dans la gestion parce que tout simplement, on n'a plus l'accès aux documents qui un peu envisageaient l'avenir de la propriété.
Et on considère que la gestion durable passe avant tout par ça, par cette vision et par cette planification, sans qu'elle soit nécessairement très rigide et très précise. Mais donc, l'idée de mettre en place, je veux dire, des documents simples de gestion qui reprennent un peu la description de la propriété et la programmation des coupés des travaux, fait un chemin déjà depuis quelques années, a fortiori dans le cadre de la certification PEFC, mais aussi plus globalement pour toute propriété forestière. Donc, il y avait cette volonté-là de développer cet aspect-là de documents simples de gestion. Et par rapport à l'outil Ma Parcelle Forestière, qui était limité à la petite forêt privée, il y avait la volonté de la part des autres partenaires d'étendre à tout type de propriété forestière, ce qui impliquait aussi de développer un outil à géométrie variable, puisque, comme je le disais précédemment, les attentes sont multiples et particulièrement diversifiées si l'on n'a qu'une seule parcelle ou si l'on a une propriété de dizaines ou de centaines d'hectares. Toujours par rapport à cela, il y a toujours eu la volonté aussi de ne pas prendre la place de gestionnaires ou d'experts forestiers privés, ni de solutions payantes développées pour la gestion forestière privée. Autrement dit, ici, tout comme c'est la règle de base au niveau de la cellule d'appui, il y a une redirection vers les professionnels ou des logiciels payants à partir du moment où les questions, je veux dire, soulevées par les propriétaires deviennent un niveau complexe tellement important, ou bien en termes de charge de travail, etc., assez important, fatalement, il y a des professionnels qui sont là pour eux. Alors, en pratique, je vais passer maintenant la parole à mon collègue David, qui va vous présenter comment a été développée cette nouvelle plateforme mapropriétéforestière.be dans le cadre du projet Interreg RegioWood 2. Merci Vincent, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Donc, effectivement, la plateforme a été développée dans le cadre du projet Interreg Grande Région RegioWood 2 en partenariat avec les partenaires wallons que sont la Société Royale Forestière de Belgique et Ressources Naturelles Développement. Le projet Interreg RegioWood 2 s'intéresse au renforcement de la gestion durable de la forêt dans toute la grande région, hein, donc la région du nord de la France, l'Allemagne également, hein, avec les landers proches de la région frontalière. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte général du projet, sans entrer dans les détails. Vincent l'a dit, on avait voulu développer un document simple de gestion avec un canevas tout à fait particulier. Il existe bien sûr une série de documents déjà en version papier. On s'est inspiré des expériences de nos partenaires français et allemands. Et comme à chaque fois, je dirais, ou dans la grande majorité des cas, le gros problème, c'est la cartographie, d'avoir une cartographie qui soit dynamique, qui soit évolutive. Et on a essayé de rassembler tout ça dans un outil qu'on a appelé mapropriétéforestière.be. Donc, on a travaillé à partir d'un benchmarking au développement de l'application qui a été lancée il y a tout juste un an maintenant. C'est une plateforme que nous avons eu l'occasion de développer grâce au projet de recherche, donc avec des soutiens financiers publics. Et donc, elle est mise gratuitement à disposition des utilisateurs. Et on a veillé, évidemment, avec l'évolution des situations, à assurer un accès tout à fait personnalisé et sécurisé pour respecter le règlement européen de la protection des données. C'est vrai que le propriétaire ne souhaite en général pas diffuser toutes les données sur sa propriété sur le web. Actuellement, après un an d'utilisation, on voit que la plateforme rencontre déjà un large succès avec plus de 1500 propriétés déjà déclarées pour environ 36 000 hectares, un peu plus aujourd'hui. Donc, c'est déjà vraiment un beau succès après un an d'utilisation seulement. Vincent, si tu peux nous mettre la dia suivante, voilà. Alors, merci. Le développement... les cocos. Le développement que nous avons fait se veut relativement simple, enfin, pour l'utilisateur, avec une cartographie
tout à fait simplifié, des tableaux de synthèse pour avoir une vue intéressante sur la propriété. On l'a dit, la rédaction d'un document simple de gestion, après avoir décrit toute sa propriété, peut aussi être fastidieux, mais là, d'un seul clic, on a la possibilité de générer un document de gestion. Avec quelque chose aussi de vraiment innovant, c'est qu'avec toutes les informations qu'on a sur la propriété, avec l'outil informatique, on peut tout de suite compléter des formulaires administratifs. Par exemple, demander une prime d'aide au reboisement, ou bien une autorisation de traversée de cours d'eau, etc., au niveau de l'administration. Et un dernier outil qu'on a développé dans ma propriété forestière, c'est un outil d'auto-évaluation qui permet au propriétaire de voir comment il intègre sa gestion quotidienne de sa propriété dans la gestion forestière durable de façon globale. Voilà un peu pour le cadre. J'ai entendu que ça sonnait déjà, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si j'ai juste encore 2 minutes pour vous partager mon écran et vous faire une petite présentation. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, non, on ne voit pas encore l'écran. Voilà, je vous le partage tout de suite. Voilà. Vous devriez le voir maintenant. Oui. Donc, en 3 minutes, si je peux encore utiliser ce temps-là, Benoît? Oui, tout à fait, David. Donc, le site Internet, la plateforme, c'est mapropriétéforestière.be. Donc, vous devez évidemment vous authentifier pour accéder à votre espace personnel. Et une fois que vous êtes authentifié, vous avez accès à votre propriété. Ici, j'ai pris une propriété de démonstration qu'on utilise. Vous devez déclarer votre propriété. Donc, les informations générales, ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Ce qui est intéressant, c'est toute la partie cartographique où vous avez accès de façon tout à fait conviviale à la déclaration du périmètre de votre propriété, c'est-à-dire renseigner les parcelles cadastrales qui vont être vraiment la base pour ensuite caractériser votre propriété. 2 façons de le faire et où c'est vraiment très facile, c'est que si vous connaissez votre propriété et que vous affichez les parcelles cadastrales, il suffit de cliquer dessus sur une parcelle, celle-là m'appartient, je la sélectionne, je la déclare et elle est tout de suite ajoutée à votre propriété. C'est très simple. Et si vous ne connaissez pas exactement l'emplacement de votre propriété, alors vous avez l'outil à droite où vous pouvez utiliser évidemment la commune, la division, la section, le numéro de référence de parcelle cadastrale. Donc, une fois que vous avez déclaré tout ça, vous pouvez commencer évidemment à caractériser un petit peu plus. Attends, parce que je suis... Vous pouvez commencer à caractériser un peu plus votre propriété et notamment définir des parcelles forestières. Donc, les parcelles forestières, ce sont des unités homogènes sur lesquelles vous allez appliquer une gestion spécifique. Par exemple, si vous avez des parcelles de résineux ou de feuillus. Et donc, vous pouvez les déclarer avec des outils tout à fait faciles, je dirais, qui permettent la découpe. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà, vous pouvez avec des outils de cartographie et de découpe que vous retrouvez en haut de l'écran, là, pouvoir rajouter ou modifier des parcelles. Et ensuite, vous pouvez les caractériser. Ça, c'est intéressant. Pour les caractériser, vous déclarez ce que vous avez, vous identifiez la parcelle, vous avez la superficie qui est calculée automatiquement, vous décrivez ce que vous avez comme arbre dessus, comme essence principale ou même comme essence secondaire. Donc ça, c'est vraiment le peuplement, mais vous définissez aussi, et vous retrouverez ça dans les différents onglets, tous les coupes et travaux que vous souhaitez faire ou qui ont déjà été réalisés sur la propriété, toute une série d'informations concernant la santé des forêts, la chasse, l'environnement, est-ce que vous êtes en zone Natura 2000, etc.
Une fois que vous avez caractérisé l'ensemble des parcelles forestières, plus ou moins en détail selon votre intérêt, vous avez tout de suite un accès à une synthèse sur la propriété. Et ça, c'est la puissance de la plateforme, c'est que vous pouvez avoir une information sur l'ensemble de votre propriété en fonction de tout ce que vous avez déclaré parcelle par parcelle. Et tout ça est calculé de manière dynamique et tout à fait automatique. Vous pouvez créer des cartes personnalisées que vous pouvez imprimer. Mais si vous souhaitez, comme c'est le cas pour un certain nombre de propriétaires qui ont des petites propriétés, simplement avoir une fiche cartographique de synthèse sur la propriété, vous pouvez tout de suite la générer à partir de toute une série de menus. Je n'entre pas évidemment dans les détails, c'est pour vous expliquer le contexte général. Et alors, ce qui est aussi intéressant et innovant, c'est tout ce qui concerne les formulaires. Donc, l'export de formulaires, la génération de formulaires. Voilà, je vous montre un exemple, par exemple ici. Si vous, je suppose que tout le monde le voit aussi à l'écran, celui-ci. Voilà, si vous souhaitez demander une prime d'aide à la plantation, vous avez des formulaires qui sont pré-remplis avec la parcelle que vous avez, pour laquelle vous souhaitez demander une aide financière. Bon, il y a toujours quelques informations que vous devez rajouter vous-même, mais le logiciel vous propose directement la cartographie liée à David, la parcelle en question. David, on ne voit pas le formulaire. Ah, on ne voit pas le formulaire, pardon. Alors, je vais revenir, je le montrerai peut-être après, mais c'est pour vous dire que dans la partie explorer formulaire, vous pouvez, une fois que vous avez déclaré votre propriété, enfin, décrit votre propriété en un seul clic, comme vous avez ici en haut à gauche, générer un document simple de gestion. Donc, vous cliquez simplement sur le document, le programme collecte l'ensemble des informations disponibles sur votre propriété, et après, vous les affiche dans un document simple de gestion que vous pouvez imprimer éventuellement par la suite. Et ça, c'est une information qui est importante parce que ça permet, je ne sais pas si vous voyez à l'écran le document qui est généré là. Non, David, il faudra que tu changes d'écran partagé pour montrer le PDF. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà. Attendez, il faut que je revienne. Donc, il faut interrompre le partage d'écran et recommencer le partage avec un nouveau document. Voilà, je vais vous montrer ça. Avec le PDF. Voilà. OK. Voilà, donc voilà un exemple en version papier, enfin, ou en version informatique, mais que vous pouvez imprimer. C'est un document qui reprend l'ensemble des informations sur votre propriété et c'est vraiment intéressant quand vous allez, par exemple, sur le terrain, bien que l'application soit responsive, donc vous pouvez l'utiliser sur différentes plateformes, smartphone ou tablette, mais vous pouvez avoir une version papier aussi pour aller sur le terrain. Et on reprend le détail de vos éléments, la liste des parcelles cadastrales qui sont concernées, les surfaces, enfin je descends rapidement, une description de chaque parcelle forestière indiquant les travaux que vous avez réalisés et ceux qui sont à planifier, tout ça pour chacune des parcelles. Et puis vous avez aussi des tableaux ou des schémas de synthèse, des cartes de synthèse avec les parcelles forestières ici. Et des tableaux ou plutôt des graphiques de synthèse qui vous donnent un peu la répartition entre les essences, etc., le type de structure dans vos peuplements, le type d'essence que vous avez. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour votre gestion au quotidien de votre propriété en utilisant les outils informatiques qui sont aujourd'hui à votre disposition. Et c'est aussi intéressant parce que ça permet, et j'en terminerai par là, de rassembler l'ensemble des informations sur la propriété que vous gérez dans un seul document ou sous une seule plateforme informatique. Et ça vous permettra aussi de transmettre ces informations à ceux qui vont continuer la gestion de la propriété après vous.
Donc voilà, mapropriétéforestière.be, un outil vraiment innovant et relativement simple d'utilisation pour tous les profils de propriétaires forestiers. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, David. Merci également à Vincent qui a pris la parole auparavant pour introduire la démarche. Très intéressante. Facile, hein, donc ça c'est aussi à tester, bien sûr. Mais ça, on va demander l'avis des participants. Est-ce que vous avez des questions à poser à David et à Vincent par rapport à cet outil donc, qui est accessible directement à partir... Moi, j'en ai peut-être deux. Oui, Diego? Bonjour. Donc, deux petites questions. La première, lors de la création des parcelles forestières, est-ce qu'il est possible de se baser sur les parcelles cadastrales ou bien est-ce que chaque parcelle forestière doit être redessinée à nouveau dans l'application? Bon, non, on peut très bien se baser sur les parcelles cadastrales, c'est-à-dire qu'il y a parfois des parcelles forestières qui sont composées de 2 ou plusieurs parcelles cadastrales. Et là, il suffit simplement de les sélectionner et le logiciel définit le contour qui correspond directement aux parcelles cadastrales. L'inverse est vrai également. Si vous avez une grande parcelle cadastrale, vous pouvez la découper en plusieurs parcelles forestières. Il y a les outils qui sont là pour ça et c'est vraiment très simple. Et si, par exemple, vous rachetez une parcelle cadastrale qui est voisine de votre propriété, vous pouvez sans aucun problème l'ajouter à votre propriété. Et si en plus, vous souhaitez intégrer la gestion de cette parcelle-là à une autre parcelle forestière déjà déclarée dans votre propriété, vous pouvez l'intégrer automatiquement. Il y a juste la surface qui change. Ok, merci. Et une autre petite question, quelle garantie avez-vous mis en place pour que l'outil soit maintenu dans le temps, mis à jour Voilà. Donc, effectivement, c'est une question qu'on nous pose de temps en temps. L'outil a été développé dans le cadre d'un projet de recherche européen avec des partenaires ici wallons. Donc, c'est un financement public qui nous a permis de lancer l'histoire, mais entre partenaires, nous avons établi une convention qui garantit que nous allons assurer la pérennité de la plateforme via des financements à ce moment-là qui viennent de chaque partenaire. Donc, c'est une volonté, quand on a développé la plateforme, de travailler sur le long terme et pas comme parfois ça peut arriver, une application qui se termine quand le projet européen se termine par manque de financement essentiellement. C'est déjà arrivé, mais ici, on a voulu assurer la pérennité de la plateforme. C'est évident que c'est vers ça qu'il faut aller, puisque chaque propriétaire déclare un peu sa propriété et veut en faire un outil de gestion, pas seulement sur 2-3 ans. Ok, merci David. C'est pas comme ça qu'on doit travailler. Je veux aller to the point pour laisser la parole au dernier orateur. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, moi je voudrais poser une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voudrais savoir si l'accès aux parcelles, comme je vois qu'on déclare les essences, etc., est-ce qu'il faut par exemple introduire une lecture de carte d'identité ou un code? Parce qu'en fait, donc la question que je vous pose, est-ce que n'importe qui peut accéder à n'importe quelle définition de parcelle, description et, comme vous avez dit, donc répartition, etc., des essences? Est-ce que tout le monde a accès à ça? Non, madame, parce que en fait, pour vous connecter à la plateforme, vous devez d'abord vous authentifier. Et donc, oui. vous avez une authentification, login, mot de passe, vous avez accès à votre espace personnel et personne d'autre n'y a accès. Parfait. Là, on a été très, très attentif à ça. Donc, même les personnes qui ont développé la plateforme ou les partenaires du projet ici n'ont pas du tout accès à vos données. Ah, ça va. Super. Donc ça reste vraiment personnel. Ok, oui. David. Super. Merci. Voilà.
merci pour la question, Solange. Je pense qu'on va avancer tout de suite vers la dernière présentation. Et puis, on aura l'occasion de revenir. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions par la conversation. Et on les enregistrera et peut-être qu'on pourra y répondre tout à l'heure. Donc, de toute façon, on y répondra, je vous l'assure. Alors, il y a un dernier orateur à prendre la parole. Je vais interrompre le partage d'écran de David et vous présenter la démarche, enfin la DIA qui introduit l'intervention d'Olivier Baudry sur les applications numériques pour l'expertise forestière à partir d'ArcGIS, donc un logiciel ou plutôt un ensemble de logiciels développés par la société Esri. On peut dire que c'est le numéro 1 de la cartographie. Et Olivier a développé toute une série de possibilités d'utiliser ces outils pour appuyer la gestion forestière. Olivier est gérant de Dryad, qui est la société qui permet à la fois des diagnostics phytosanitaires et de stabilité d'arbres en milieu urbain, mais aussi qui fournit des expertises et des conseils à l'investissement en milieu agricole et l'investissement spécialement en termes de plantation et de forêt, bien sûr, et puis qui assure la gestion directement de propriétés forestières pour un total de plus de 3000 hectares. Mais déjà, il était associé au bureau d'études agroforesterie.be avec des interventions en Belgique et en France depuis 2015. Il est également chargé de cours à l'UCL, mais aussi maître assistant à la haute école de la province de Namur, à Ciney. Et puis également, par le passé, il était responsable d'Agro-Louvain Service, qui est une ASBL qui soutient 10 associations actives dans le milieu agricole, agroalimentaire et forestier. Il a également, bien sûr, développé ses compétences au niveau de l'UCL, de l'Université catholique de Louvain, comme bio-ingénieur, diplôme obtenu en 2006, et puis qu'il a poursuivi par un doctorat toujours au niveau de l'UCL. C'est vous dire que c'est quelqu'un qui a eu l'occasion de prendre du recul, de faire pas mal d'études, mais également qui est vraiment impliqué dans la gestion sur le terrain, avec des approches très pragmatiques. Et sa présentation, je pense aussi, pourra sérieusement vous intéresser. Alors, j'arrête le partage pour lui laisser la parole et lui permettre d'introduire son sujet. À toi, Olivier. Je vois que tu prépares le partage d'écran. On ne t'entend pas, Olivier. Fonctionne, vous m'entendez comme ça? Oui, 5h05. Ça fonctionne bien. OK. Donc, je vais partager l'écran. Voilà, je ne sais pas si ça fonctionne. Vous voyez quelque chose à l'écran? Une carte? On voit la carte. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques outils que nous, on utilise. Ce n'est évidemment pas l'objectif de faire une promotion d'un quelconque logiciel, mais enfin, c'est vous montrer comment on utilise aujourd'hui la technologie pour aider à la gestion forestière au jour le jour. Alors, la gestion forestière et alors aussi la gestion d'inventaire, la gestion d'arbres en milieu urbain, gestion Natura 2000 aussi, comment les contraintes imposées par la mise en œuvre de Natura 2000 peut être facilitée finalement par la technologie. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on a décidé de retenir comme solution. Donc on a décidé de retenir la solution d'ArcGIS.
ArcGIS, c'est la société Esri, vous voyez ESRI en dessous, donc c'est vraiment le leader mondial de tout ce qui est cartographie depuis des années, depuis 20 ans, un peu plus. Et qui a été pas mal copié, en tout cas qui a été la source d'inspiration pour des logiciels libres comme peut-être QGIS dont certains avaient entendu parler. Donc chaque fois QGIS finalement c'est de la version libre, un peu comme OpenOffice est la version libre de Microsoft Office. Voilà. Mais après il y a des avantages, inconvénients des deux côtés. Nous on a décidé de retenir la solution payante puisque c'est un usage professionnel, donc ça c'est clair, et qu'elle offre des outils de partage qui sont largement plus importants avec la mise à disposition de données sur le cloud et un réseau aussi de services après-vente qui est très développé. Donc, quand on a un problème technique, en fait, on n'a jamais de problème technique. Donc, voilà. Si on en a un, on a directement l'interlocuteur au téléphone. Donc, ça va beaucoup plus vite. Alors, j'ai deux volets. Je vais vous montrer ça au niveau ArcGIS, ce qui existe et ce qu'on développe aujourd'hui. Et alors, vous montrer aussi un autre logiciel qu'on a mis au point en interne pour nous aider à archiver et à suivre la gestion forestière. Forcément, il n'y a pas une propriété en gestion, on a beaucoup. Et donc, à un moment donné, il faut être capable de synthétiser toute l'information et d'avoir des reportings. Donc, ça, c'est un peu ce que nous, on a développé. Alors, ici, je n'ai pas de support en tant que tel, mais je vous montre une propriété forestière. Et comme la plupart aujourd'hui de la cartographie, les fonds de plan, donc ce qu'on voit à l'écran et sur lesquels on va ajouter de l'information cartographique, c'est souvent l'orthophotoplan. Donc, c'est des images aériennes prises par avion qui sont calées sur un terrain à l'horizontale. Et on a la chance en Wallonie, ce n'est pas le cas d'autres pays, donc il faut le dire, on a la chance d'avoir des images qui sont actualisées chaque année et qui sont mises à disposition. Donc, ce sont les mêmes que ceux que vous voyez sur Wallon Map, si vous avez l'habitude d'y aller. Et en fait, le gros avantage, c'est que toute la région wallonne travaille aussi, les serveurs aujourd'hui de la région wallonne travaillent sous Esri, donc sur ArcGIS aussi. Donc, en fait, les systèmes sont hyper compatibles et on peut les chercher l'information, la faire afficher. Voilà. Donc là, vraiment, on a une propriété. Et aujourd'hui, nous, toutes les propriétés sont cartographiées au minimum via les parcelles cadastrales. Pour certaines propriétés, on va plus loin. On va encoder les espèces qui se présentent dessus. On va encoder les aptitudes stationnelles. Donc là, je fais le lien avec la présentation tout à l'heure de Jonathan. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cet outil en permanence avec nous aussi sur le terrain. Alors, ça, vous avez la version ici que je vous affiche, c'est la version ordinateur, bureau, de démonstration, mais on a exactement les mêmes cartes avec les mêmes couches sur nos téléphones, sur les smartphones ou sur des tablettes. Aujourd'hui, il y a la 3G quasi partout, la 4G quasi partout aussi. Et donc, en fait, toutes ces données sont disponibles en forêt, sauf dans les petits fonds de vallée, à certains endroits. Et on peut mettre à jour les données, on peut modifier, créer des nouveaux polygones, créer de la donnée et de l'information. Alors, par exemple, voilà, ici, vous avez une propriété, elle est délimitée en bleu sur la carte qui est définie là. Et un peu comme dans Wallon Map, on va pouvoir afficher les informations. Donc, voilà, par exemple, ici, on a la limite des parcelles cadastrales. Donc, juste, il y a 10 minutes, je recevais un appel d'une voisine qui me pose la question, tiens, où est la limite entre vous deux? Est-ce que j'ai des arbres marqués? Est-ce que c'est chez vous ou pas? Et directement, on a l'information, on n'a pas besoin de retourner sur Wallon Map, on regarde vite avec son téléphone, on a l'info. Donc, c'est assez clair, même si c'est une référence cadastrale, ça n'a qu'une valeur indicative. Et donc, voilà, par exemple, on a directement l'info uniquement pour les propriétés. Et on va pouvoir ajouter à ça toute une série d'informations. Ce que nous, on fait quand on va accompagner la gestion forestière, c'est qu'on définit ce qu'on appelle des stations forestières. Donc ça, c'est une information qu'on crée et qu'on ajoute dans cet outil, les stations forestières. Voilà, je vais retirer les parcelles. Mais les stations forestières, elles vont définir un peu le potentiel qu'a chaque mètre carré ou chaque hectare de forêt par rapport aux espèces qu'on va pouvoir développer, soit en plantation, soit en régénération naturelle, soit en accompagnement, en éducation de peuplement forestier. Donc, par exemple, le type 1, ici, on a défini le type 1 comme des zones qui sont humides avec des sols qu'on appelle hydromorphes, donc on a de l'eau en permanence. On aura du type 2, des sols humides avec un drainage mauvais, par exemple, des types 3, des sols classiques ardennais,
Et je ne sais pas où est le type 4, voilà, des types 4 avec des stations un peu plus sèches. En tout cas, il y a une autre contrainte de sol. Et alors, dans le plan de gestion de la propriété forestière, pour chaque type de station, on a une liste d'espèces en adéquation, en lien avec aussi le travail du fichier écologique des espèces. Avec nous, on valide sur le terrain et on ne fait pas juste l'analyse cartographique, ce qui est normal. Et donc, ça, c'est une carte super importante parce que ça permet, quand on va avec son téléphone ou sa tablette en forêt, on peut localiser l'endroit exact. Ça, c'est le GPS de la tablette qui le fait ou du téléphone. Et on sait exactement si on est dans un type 2, un type 3, et on valide. On a une information beaucoup plus rapide. Ça, c'est intéressant. Et alors, à l'échelle de la propriété, on sait quel est le pourcentage de la surface de forêt qui est en type 1, 2, 3, 4. On essaie de garder des types. Enfin, on pourrait en faire 20 de types. À un moment donné, il faut être synthétique pour que la gestion soit correcte. Donc voilà, par exemple, les stations forestières. On a aussi les strates. Donc aujourd'hui, est-ce que voilà, tout ce qui est en rouge foncé, ça va être des résineux. Ce qui va être en vert, ça va être des feuillus. Là, c'est des vides dans la propriété, donc des gagnages ou des vides aboisés. En bleu, ça va être des peuplements mixtes. Donc on sait ce qu'on a sur la propriété. On peut cliquer aussi sur chaque polygone pour avoir notre information. Là, des résineux, ici c'est de l'épicéa. On est dans un secteur régulier résineux et le plan de gestion a resté dans du régulier résineux. Donc, on a vraiment toute l'information qui est cartographiée et positionnée ici. L'avantage avec ici ArcGIS Online, c'est qu'on va aller chercher de l'information qui va se trouver sur les serveurs, par exemple, de la région Wallonne, et on va chercher, on peut chercher de l'info qui vient du monde entier. Si je veux des données du Canada, je vais chercher des données du Canada qui sont mises en public. Donc ici, par exemple, si je veux aller chercher les couches Natura de la Wallonie, je mets ces moteurs-là et je vais chercher directement, je vais ajouter les données Natura et qui vont apparaître où est-ce qu'elles sont ici, par exemple, qui sont là, mais je ne suis pas en Natura dans cette zone-ci. Donc je vais aller chercher un peu plus loin. Où est-ce que je trouve du Natura dans la région? Il n'y en a pas. Voilà, par exemple, ici, voilà, on est juste à côté de Marche. Mais vous voyez, il va nous m'afficher directement les données d'un site Natura 2000 qui est ici à proximité. Donc, l'avantage, et ça, cette donnée-là, elle sera aussi sur mon téléphone. Donc, à partir du moment où je vais sauver mon projet, j'ai toutes mes données sur mon téléphone en permanence. Donc, si j'hésite, est-ce que je suis dans une UG7 ou une UG8? Donc, est-ce que je peux, par exemple, dégager mes plantations en UG7? On ne peut pas. En UG8, on peut. Et donc, là, directement, j'ai la réponse à ma question. Je vais me remettre, peu importe. Donc, j'ai ceci. Donc, ça, c'est Natura 2000. On peut charger toutes les couches. Il y a une couche qui est apparue récemment, mise en place par la région Wallonne, c'est les forêts anciennes, avec éventuellement les zones où on a des aires de faune en forêt. C'est la même chose que Wallon Map. Et directement, j'ai mes données. Donc, vous avez compris que c'est une manière, finalement, d'avoir accès à toutes les données, soit personnelles que nous, on crée, soit des données qui sont à disposition sur les serveurs du SPW, et on va combiner ça ensemble dans un outil. Et quelque part, on ne crée pas de l'information inutile, ça va très vite, on récupère ce qui existe, mais en même temps, on ajoute une information tout à fait personnelle. Alors, pour les propriétaires, comment ils utilisent ça? Nous, on a accès à toute l'info, au bureau, les membres du bureau ont accès à toute l'info, mais les propriétaires, ils peuvent avoir un accès segmenté à leur domaine, à leur propriété uniquement. Donc là, ils ont un login et un mot de passe et ils ont accès à leurs données. Et ça, c'est quelque chose que ArcGIS Online permet de faire et, à ma connaissance, pas encore QGIS. Et donc, ça, c'est des choses assez intéressantes qui permettent vraiment d'avoir un aspect spécifique. Par exemple, une propriété où il y a des lignes de tir, des nailles de chasse, on pourra envisager que tous les postes de tir sont numérotés et le propriétaire ou le chasseur donne les numéros aux différents chasseurs pour les numéros de poste, et sur leur téléphone, ils ont l'application et ils vont directement à l'endroit, ils n'ont pas besoin de chercher, ils n'ont pas besoin d'avoir une carte. Et l'information se met directement à jour aussi. Donc ça, c'est une info assez intéressante. Sur toutes ces informations cartographiques, on peut la modifier en direct sur les données qui nous appartiennent en fonction. Donc voilà, il y a pas mal d'infos, fondamentalement tout ce qui est plan de secteur, mais c'est comme sur Wallon Map, on a l'info
directement et quand on l'utilise sur son smartphone, on voit son petit point, la localisation. Donc c'est pas mal. Voilà, ça c'est un exemple de ce que nous, on propose par rapport à ça. Alors, rapidement, puisqu'il me reste un peu moins de 4 minutes, vous montrer aussi un autre outil à disposition d'Argis Online. C'est une application qui est sur ma smartphone qui s'appelle Argis Surveille 1, 2, 3, qui permet d'avoir des enquêtes. Et là, c'est des formulaires où on va apporter de l'information. Donc, on se connecte sur l'application grâce à son login Argis Online. Et moi, j'aurais créé au bureau préalablement une petite enquête, un formulaire. Dans le formulaire dans lequel on va mettre, ici par exemple, il y avait l'heure du relevé, la strate, les espèces qu'on observe. Et on va faire des inventaires de terrain avec cet outil-là. Donc, au lieu d'avoir une feuille de papier et plein, voilà, et déjà une bombe de couleurs, un ruban, des choses comme ça, on a déjà beaucoup de choses. Ici, on a sa tablette, on a autour du cou, une bombe de couleurs, un ruban ou un compas, et on fait les valeurs. Par exemple, la surface terrière, on va relever localement la surface terrière. Et chaque fois, on va avoir des points de mesure qui vont apparaître. On clique sur l'information et on a directement les infos qui arrivent. Et alors, on peut ajouter toutes les photographies qui vont être liées au point. Donc ça, c'est super pour faire des inventaires en forêt, pour faire des relevés par rapport aux arbres. Donc, on a toute l'info. Et si je veux faire même un rapport automatique qui me donne un PDF avec voilà, telle station, j'ai observé ça, c'est easy game. On a directement le PDF qui peut être créé par rapport à ça. Hein, donc, il dit, voilà, on a relevé qu'il y avait de la fougère règle, il y avait une éclaircie, voilà, quelques photos. Et donc, on a de l'accès au bureau, on peut travailler à 3-4 en même temps. Dernier petit outil, c'est l'outil qu'on a mis en place, nous. Ça, ce n'est pas lié à Argis Online, c'est un outil que nous, on a créé. C'est pour rassembler dans le cloud toutes les infos de gestion de propriété. Donc, c'est un outil qu'on a aussi sur le terrain avec nous. Ici, j'ai créé une propriété démonstration, un démon comptoir, une propriété. On a tous les caractéristiques de la propriété, la superficie, le revenu cadastral, les propriétaires, c'est Benoît qui est propriétaire de ces 40 hectares-là. On a les adresses de contact, les numéros de certificat de la propriété apparaissent, le traçage des audits peut apparaître aussi, et on a des statistiques qui sont utiles aux propriétaires, voilà, pour 2020 ou 2018, enfin, il n'y a rien parce que je n'ai pas encodé, mais on a directement, voilà, si je prends 2020, je pense que j'avais encodé un truc, voilà, on a eu des travaux pour 7 500 €, et ça rapporte à l'hectare les superficies voilà, qui ont été faites, les ventes de bois qui ont été faites telle ou telle année. Donc, on a le reporting. Et donc, pour chaque propriété, on a, voilà, ici, c'est le grand bois du comptoir, on a la superficie, la proportion Natura 2000, on a vraiment tout indiqué dedans, y compris, on va jusqu'aux parcelles, et on sait dans telle parcelle, voilà, on est sur un versant nord, dans la parcelle 1, elle fait 15 hectares, on a un sol limoneux à drainage naturel favorable, on a les espèces qui se retrouvent ici, on a du hêtre, du chêne, de l'érable, on a fait des travaux pour 30 € l'hectare dans la parcelle. Qui a réalisé les travaux? Eh bien, on a l'historique, il y a des barrières qui ont été mises pour 450 € et c'est la firme Colson SA qui a fait les travaux. Tous les documents peuvent être aussi uploadés, donc les cahiers des charges, les documents Natura 2000, les rapports d'audit, enfin, ce genre de choses-là. L'idée, c'est d'avoir tout en permanence en forêt. Ça demande beaucoup d'efforts d'entretien et de mise à jour des données, mais c'est très précieux pour avoir un reporting clair sur qu'est-ce que ma propriété forestière a coûté, qu'est-ce qu'elle m'a rapporté, et pas seulement à une année, mais on peut faire le calcul facilement sur 4-5 années. Donc voilà, ça c'est un outil qu'on a développé lors du premier confinement. On s'ennuyait un petit peu pendant 15 jours, 3 semaines, et on a pu développer cet outil qui facilite un peu la gestion au jour le jour. Donc l'idée, c'est vraiment de combiner, et j'arrête là parce que je pense que le timing va être bon, mais l'idée, c'est de combiner vraiment les données chiffrées de peuplement et de budget et la cartographie ensemble, comme deux outils de terrain qu'on utilise, nous, maintenant, au jour le jour, et qui facilitent vraiment la vie. Donc voilà, je pense que même pour tout type de propriétaire, alors il y a les outils à choisir, à adapter, mais c'est vraiment, enfin, il faut vivre avec son temps, et aujourd'hui, la technologie permet vraiment de nous aider. Donc voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous les orateurs d'avoir respecté le timing. Alors justement, on peut se permettre d'encore éventuellement poser quelques questions de clarification à Olivier, s'il y en a, avant de rentrer dans le débat proprement dit. La discussion.
Il n'y a pas de question. Hein. Il y a une question de Henri Naveau qui s'adresse à David. S'il n'y a pas d'autres questions pour Olivier, je pourrais commencer par celle-là. David, je suppose que tu as vu la question de Henri Naveau. Tout à fait, oui. Effectivement, au niveau de l'application Ma propriété forestière, on peut générer un certain nombre de rapports. J'ai parlé d'un document simple de gestion complet, mais il y a aussi une forme plus limitée. On peut faire de la cartographie, imprimer des cartes tout à fait précises pour une seule parcelle cadastrale ou forestière. On sait faire des exports de la liste des parcelles cadastrales, de la liste des parcelles forestières. Donc, on peut, en fonction d'un certain nombre de besoins, avoir du reporting tout à fait spécifique. Il n'y a pas de souci, évidemment. Il faut voir quelles sont les demandes, évidemment, des propriétaires. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues et on peut même également exporter sous un format de fichier shapefile, donc format de carte, le contour de la propriété et pour pouvoir l'intégrer dans d'autres applications qui utilisent le format de fichier shapefile. OK. Oui. Et donc, David, pour être bien clair par rapport à la question de M. Naveau, donc si un jour je veux avoir moi-même ou je veux déterminer moi-même un certain type de données que je souhaite mettre sous forme de rapport, je le fais moi-même. Je ne dois pas te le demander toi ou intervenir. Non, évidemment, l'utilisateur est tout à fait autonome dans les limites de ce qui est prévu actuellement avec la plateforme. C'est une plateforme qui est en constante évolution. On écoute les besoins des utilisateurs propriétaires et on adapte en fonction des besoins. Oui. OK. Merci, David. D'autres questions? Benoît, j'ajouterais quand même, pour être complet par rapport à la question de M. Naveau, que c'est aussi la limite après de la plateforme gratuite, on va dire, par rapport à des services plus personnalisés, développés par des sociétés payantes ou enfin, commerciales. Donc, effectivement, si M. Naveau avait vraiment une liste des demandes spécifiques, il est clair qu'une plateforme tout public comme mapropriétéforestière.be ne saurait peut-être pas répondre à ses besoins spécifiques et que là, c'est vraiment l'étape et le niveau, je veux dire, supérieur d'upgrade où il faut plus passer vers un outil davantage sur mesure, comme Olivier vient de le présenter. On est vraiment à la limite, je veux dire, des niveaux de développement entre l'application tout public, qui peut effectivement évoluer, comme le dit David, mais qui, dans une certaine mesure, ne va jamais faire quelque chose de particulier et personnalisé pour un propriétaire donné. Merci pour ce président, Vincent. J'aurais également une question par rapport à ces éléments-là. Olivier nous a présenté une démarche qui permet finalement d'être sur le terrain, d'avoir une connexion directe avec ce qui a été enregistré, mais également de pouvoir compléter à partir de travaux, d'observations sur le terrain, de pouvoir compléter la collecte de données, la banque de données sur une plateforme. Est-ce qu'avec Ma propriété forestière, on a la même possibilité d'interaction terrain-plateforme? Oui, évidemment, on a cette interaction tout à fait possible. Quand on fait des observations sur le terrain, on peut les rapporter directement dans la plateforme. Comme je l'ai dit, si on va sur le terrain avec un outil type smartphone ou tablette, pour autant qu'on ait une connexion Internet, on peut tout de suite adapter les informations qui ont été déclarées. Est-ce qu'on peut enregistrer de nouvelles informations? On fait un martelage. Est-ce que le martelage peut être directement intégré sur la plateforme? Pas exactement sous cette forme-là, non. Par exemple, vous voulez dire une connexion entre un compas électronique et des informations qu'on aurait dans la plateforme? Par exemple.
non, actuellement, ce n'est pas prévu. D'accord. Olivier, par contre, j'imagine que cela se fait au niveau des outils Esri. Oui, dès qu'on donne, en fait, pour chaque couche d'information, on peut donner des droits d'accès, modification ou pas. Et donc, si moi je dis on peut modifier la forme d'un objet ou le contenu à l'intérieur, il n'y a pas de problème. On peut le faire. OK, merci. Y compris les photos, parce que ça, j'en ai pas trop parlé. Enfin, c'est vrai que pour Natura 2000, on a un formulaire type, par exemple, pour relever les arbres morts et les arbres d'intérêt biologique. C'est un petit formulaire, il y a 3 cases. Hein. Il y a soit c'est un arbre mort d'intérêt biologique, l'espèce, parce qu'on note l'espèce, et alors une photographie. Et on fait systématiquement, maintenant, dès qu'on se promène en forêt pour un contrôle ou quoi, dès qu'on voit un arbre mort, on le prend en photo, on le met, et alors j'en ai une carte. Et alors maintenant, même ma carte, j'ai la vision de la Wallonie, tous les arbres morts sur l'ensemble du territoire. Et ça aide parce qu'après, dans la déclaration de superficie, au lieu de passer son temps à les positionner, mais en fait, on exporte juste sur la zone, on crée un shapefile, on l'envoie à la région Wallonne et c'est bon, on le fait dans le sac, quoi. Et s'il y a un contrôle, en plus, je sais même montrer quelle est la photo de cet arbre-là. Donc, c'est vraiment pas une invention. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a une remarque qui est plus une remarque de Valérie sur l'importance de vulgariser ces outils et qui est à prévoir dès le début. Mais peut-être que justement, Valérie, toi qui as beaucoup travaillé quand même sur le terrain avec des propriétaires forestiers, notamment dans la région namuroise, quelle est ta vision par rapport à ça? En fait, ça rejoint un petit peu une autre question que je voulais poser. Donc, ce sont des outils extrêmement innovants et moi, je ne connais pas bien le secteur forestier à part me promener et connaître les espèces, mais sinon, je ne savais pas que c'était aussi développé que ça. Donc, c'est vraiment très chouette. Donc, ce sont des outils très innovants aussi. Mais je voulais savoir, peut-être que Valérie pourra aussi intervenir là-dessus, pour le propriétaire forestier, en quoi cet outil numérique peut-il servir pour innover? Moi, ne me pose pas cette question à moi. Non, mais enfin, tu as quand même pas mal d'expérience aussi sur l'utilisation de ces outils. Hein. Ouais, juste d'abord, par rapport à la réflexion, c'est vraiment bateau, mais je pense que c'est important quand on se lance dans le développement d'un outil comme ça, de prévoir vraiment cette période de vulgarisation, parce que je crois qu'elle est essentielle. Je pense que sur ma propriété forestière, ils l'ont compris. Vous avez quand même multiplié les séances d'infos et je crois que c'est vraiment important. D'autant que il y a un petit facteur social. Enfin, en tout cas, dans notre cas, les propriétaires avec qui on est en contact, il y a quand même une bonne partie de retraités, de personnes plus âgées et qui sont désireux d'avoir vraiment un accompagnement pour se lancer dans ce genre d'outils, quoi. Voilà. Problème de l'informatique et du numérique de manière générale, d'ailleurs. Hein. Oui, pas uniquement au niveau forestier. et la limite d'âge est parfois très basse, comme pour moi, par exemple. Donc voilà, maintenant, au niveau de l'innovation, j'avoue que je ne suis pas non plus méga spécialiste. Moi, je pense que ce qui est quand même un gros atout, c'est de pouvoir intégrer des notions stationnelles et tout ça avec des personnes qui, au départ, ne sont pas très sensibilisées à tous ces aspects-là. Et puis, évidemment, je trouve que c'est vraiment un outil, des outils importants pour le transfert des propriétés. Et ça, c'est clair que jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui passaient d'un propriétaire à l'autre. Donc, voilà. Ok, merci Valérie. Je pense que Henri avait une question. Oui, je voulais demander à Olivier, si j'ai bien compris, ton programme est disponible pour les propriétaires privés moyennant paiement, ou bien comment est-ce que ça se passe? Oui, ce sont les clients qui ont... Enfin, nous, on encote, on considère qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas ça. Enfin, bon, ça dépend un peu le type de mission qu'on a, évidemment. Si c'est juste aller marquer une coupe de poids, on n'a pas besoin de ça. Mais en tout cas, en gestion courante, ça fait partie du standard.
Et donc, ça, ce n'est pas au propriétaire de payer, c'est notre outil de travail. C'est comme notre voiture, ce n'est pas au propriétaire à payer la voiture, c'est notre outil de travail parce que ça nous aide et on est plus efficace. Par contre, s'il veut vraiment avoir son accès à lui, là, effectivement, il y a un coût annuel parce que moi, je dois acheter une licence d'utilisateur à Esri qui a un coût de 200 € par an. Donc ça, quand il veut son login, son mot de passe, ça, c'est un coût de 200 € par année et il a toutes ces données qui sont à lui. Et alors, je reprends une question qu'on a posée tout à l'heure. Quelle est la garantie que l'on a dans le temps? Parce qu'on voit d'autres programmes qui ont disparu de la plateforme informatique. C'est pour ça qu'on a pris Esri, parce que c'est le leader. Et voilà, par rapport à d'autres sociétés où on avait un peu moins confiance dans les données, on a eu des mauvaises blagues aussi dans le temps. Donc, on a décidé de garder ça pour avoir tout le temps le service. Alors, les données qui sont là, en fait, c'est des données, on a cité plusieurs fois le mot shapefile. En fait, c'est des données qui sont sur le serveur, effectivement, d'Esri. Mais par contre, les données en tant que telles, elles sont utilisables par toute une série de logiciels, que ce soit QGIS, la version libre, ou d'autres données. En fait, c'est comme un fichier Word. Même si Word n'existe plus, on sait quand même ouvrir le fichier avec le bloc-notes, par exemple, ou avec d'autres éditeurs de texte. Donc, en fait, la donnée en tant que telle, elle nous appartient. On l'a sur nos disques durs, sur nos serveurs, mais elle est plus aussi sur Internet. Donc, voilà, donc ce n'est pas exclusif. On ne dépend pas totalement du fournisseur de logiciels. On dépend de lui pour la mise à disposition sur le terrain, ça c'est vrai, mais on ne dépend pas de lui pour conserver la donnée. Je ne sais pas si c'est clair, ça, Henri. Je pense. Je n'ai pas contact. Merci, Olivier. Pas de souci. Alors, je vois que Valérie a aussi posé une question pour Jonathan. Jonathan, je ne sais pas si tu as lu la question. Est-ce que tu pourrais répondre? Pas encore, mais je vais en prendre connaissance. Alors, le départ de Forestimator, c'est développé pour quel public? Comme je le disais dans ma présentation, en vitesse en tout cas, on va essayer de cibler plusieurs publics. Donc, une utilisation simple pour monsieur tout le monde et jusqu'à une utilisation plus complexe pour les aménagistes. Alors, l'utilisation simple, c'est plutôt la visualisation. Donc, uniquement, on regarde une carte et on la consulte. Il y a une situation un peu intermédiaire entre une utilisation simple et une utilisation poussée, qui est l'analyse ponctuelle où on fait un double-clic sur un endroit et qu'on a une description stationnelle. Donc, on va lire la profondeur et le drainage dans la carte numérique du sol de Wallonie, on va lire le niveau hydrique, niveau trophique, altitude, et on compile tout ça en un PDF. Là, c'est une utilisation déjà assez poussée, mais qui peut trouver un certain public. Après, en comparaison au logiciel qu'on a vu dans les deux autres présentations, Forestimator est un peu plus un fourre-tout. Et ce n'est pas pour rien parce que c'est une vitrine des différentes recherches qu'on mène à l'unité de gestion des ressources forestières à Gembloux. Et en tant que vitrine, c'est pour faire un peu connaître les résultats. Ces résultats-là peuvent et devront par ailleurs être disponibles dans d'autres plateformes que Forestimator. Je m'explique, si demain on a un public qui vient avec une demande spécifique, avec une demande qui ressemble un petit peu à ce que fait Forestimator, on peut l'implémenter dans Forestimator ou dans autre chose. Donc finalement, pour répondre à la question, c'est très large et ça dépend aussi des besoins du public et des retours qu'on a. Je crois qu'on peut dire aussi que ces outils sont très complémentaires. Ce que Forestimator propose, c'est de collecter toutes les données publiquement disponibles pour pouvoir mieux caractériser sa station, sa parcelle forestière et pouvoir aller très loin. Et donc pouvoir appuyer les bases d'un plan d'aménagement qui va ensuite être développé à partir des outils soit de la plateforme Ma Propriété Forestière, soit à partir des outils Esri avec l'intervention du conseil qu'offre la société d'Olivier. Moi, j'ai une question. Oui.
pour Jonathan, enfin, c'est peut-être plus général aussi, c'est par rapport au fichier écologique. On sait que l'outil il est bon quand on prend du recul par rapport à la zone d'étude. Donc, si on travaille à l'échelle de 100 hectares, on va dire que quand il va me dire qu'à 80% de la station, l'épicé est adapté à 20% pas, enfin voilà, c'est bon. Mais plus on se rapproche du mètre carré, finalement, plus le taux, enfin, la marge d'erreur est importante. On constate quand même surtout ça dans des zones où les sols sont un peu compliqués, voilà, ou des ruptures de des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même prévoir un garde-fou à un moment donné de se dire si quelqu'un fait une requête en dessous de X hectares ou en dessous de 1 hectare, le logiciel dit je ne peux pas calculer parce qu'il n'y a pas assez de confiance. Est-ce que ça ne serait pas intéressant? Je pensais à ça parce que le fichier écologique, je vois les étudiants qui utilisent ça, même des forestiers du PNF qui disent ah ben moi j'ai cliqué, l'espèce n'est pas adaptée et point barre, quoi. Ils en restent au bureau et ils oublient d'aller sur le terrain. Donc à un moment donné, est-ce qu'on ne devrait pas dire simplement bug, ne marche pas, vous utilisez mal l'outil, on ne peut pas le faire en dessous de telle surface. Je suis en train de tester Forestimator, voilà, ici je le teste sur des parcelles de 3-4 hectares, ça correspond assez bien à ce qu'on peut observer sur le terrain, mais c'est vrai que j'ai une autre petite parcelle, je viens de le tester, il me donne des espèces, mais c'est complètement faux, parce que je suis à une trop petite échelle, j'utilise mal l'outil. Donc est-ce qu'on ne dit pas stop? Donc en effet, bon, c'est une très bonne question parce qu'elle pose un petit peu les fondements des limites de la cartographie des milieux forestiers. Bon, c'est vrai qu'on a pour habitude de dire que les cartes de description des milieux qu'on génère, elles sont bonnes globalement, elles sont fausses localement. Donc, en prenant un point, on a quand même beaucoup de chances d'être à côté de la vérité, et ce qui est très ennuyant. Et au plus on prend une surface élevée, au plus on risque d'avoir des tendances générales qui sont très proches de la vérité. Alors, les cartes d'aptitude, par exemple, on les a calculées au début de l'année passée pour toutes les essences. Et c'est typiquement le genre de produit qu'on n'a pas sur la plateforme web fichier écologique des essences. Et quand on propose, bon, on ne l'a pas proposé en groupe de travail, le groupe de travail étant l'ensemble des experts et du consort qui peut prendre des décisions sur le fichier écologique des essences. On ne l'a pas fait parce que Covid oblige, il n'y a pas eu de groupe de travail depuis longtemps. Mais quand on en parle à certains partenaires, ils disent attention les garde-fous, on sait bien que nos informations ne sont pas toujours bonnes. Et là, après mûre réflexion, je dirais, ce n'est pas parce qu'on a des limites à nos outils qu'il ne faut pas les développer. Ce qui est important, c'est de savoir les limites quand on l'utilise. Effectivement, il y a des risques d'erreur, d'autant plus si la surface est petite. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette risque d'erreur-là qu'il ne faut pas mettre à disposition les cartes d'aptitude. Et je te promets, Olivier, qu'il y a certaines personnes qui disaient non, on ne veut pas que vous calculez de cartes d'aptitude parce qu'on a trop peur que les gens les utilisent n'importe comment. Et pour moi, c'est un mauvais raisonnement. Il faut effectivement prévenir. Et le warning que tu proposes n'est pas vraiment une mauvaise solution. Maintenant, c'est difficile de savoir où est l'équilibre entre les warnings et la facilité d'utilisation. Après, ça se calcule. Hein, si tu as un pourcentage de confiance par rapport à un modèle à telle échelle, c'est des choses qui se calculent et de se définir, voilà, on accepte 75% ou 25% d'erreurs plutôt. Voilà. Mais que les gens soient conscients parce que c'est parfois déprimant de voir la facilité. Enfin, les gens choisissent la facilité, les gens sont fainéants, hein, même avec n'importe quel niveau d'études. Hein, donc, ils restent là, ils le font. On sait bien, et alors je sais bien, Forêt Wallonne a toujours dit aussi, hein, ça reste un outil et la vérité c'est le terrain, on est bien d'accord, mais on constate quand même une tendance à oublier ce terrain, quoi. Donc voilà, c'était juste une réflexion. Alors, par rapport à cette réflexion, justement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces outils, mais derrière, il y a quand même l'expérience ou le conseil qui reste nécessaire et que l'on peut développer à travers des démarches, l'expertise d'un consultant qui vient apporter ses lumières, ou bien des formations qui sont proposées pour utiliser spécifiquement ces outils ou d'une façon générale mieux appréhender la forêt, comme le propose la Société royale forestière par exemple, ou bien le travail que mène la cellule de pouvoir sensibiliser les propriétaires forestiers sur des démarches, sur des techniques de gestion avec les limites que ça représente,
puisque vous ne pouvez pas intervenir auprès de tous les milliers de propriétaires forestiers. Par contre, il y a des relais, des partenaires qui peuvent le faire, et c'est l'expérience menée par le GAL Tige Chavet depuis pas mal de temps avec la cellule, pour pouvoir avoir cette interaction avec les propriétaires forestiers ou les gestionnaires pour leur permettre de mieux appréhender les outils. La question qui se pose, et on y a déjà pas mal réfléchi, hein, Vincent, c'est comment pouvoir un peu systématiser cette interrelation avec des partenaires de développement territorial, que ce soit des GAL, que ce soit des parcs naturels, mais que ce soit des ADL, puisqu'on a Maëlle qui était parmi nous, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais qui est ADL. Donc il y a des partenaires territoriaux qui peuvent servir de relais avec les outils que vous proposez, la cellule, mais également les outils que propose l'université avec Forestimator, mais aussi Phytospy, dont on n'a pas parlé. Comment pouvoir renforcer ces interactions, c'est la grande question. Parce que la question s'adresse à moi alors, Benoît. Oui, pratiquement, nous, on a un contrat de gestion qui est clair. Hein, je veux dire, on n'intervient que dans les petites forêts privées. On a un accord avec tout le secteur. Je veux dire, DNF, Société Royale, Fédération des experts forestiers, etc., pour ne pas non plus, je veux dire, jouer au rôle d'un expert indépendant ou d'un prestataire indépendant, etc. Je pense que c'est un peu la conclusion aussi qu'on peut tirer des trois présentations de ce matin par rapport à la question aussi de Valérie tout à l'heure. C'est clair que fatalement, un petit propriétaire qui a besoin avant tout d'avoir une fiche cartographique de sa parcelle, fatalement ne va pas avoir besoin d'une application spécialement dédiée à la gestion de sa propriété qui intègre des données de martelage, etc. et où il n'y a rien à faire. À partir du moment où on a un besoin plus précis, il faut passer par un professionnel et ça devient payant. Ça, c'est la limite aussi des outils publics mis à disposition. Alors, en pratique, nous, on a un fonctionnement clair, notamment dans l'expérience qu'on a menée sur GEV SSOE avec Valérie il y a 5 ans maintenant. Quand on fait des opérations groupées comme cela, on passe par des professionnels, par un expert forestier pour la vente de bois et pour des questions plus précises, même en petite forêt privée. Alors, pour la question de la formation, c'est clair qu'on avait vu notamment sur ce projet-là qu'il y avait des demandes aussi et des besoins de conseils, donc sans aller même jusqu'à la gestion, mais besoin de conseils qui nécessitaient des formations, etc. Et c'est tout ça qui nous a amené un peu à réfléchir à de nouveaux développements à ce niveau-là. Et ce qu'on a su concrétiser l'année passée sur GEV SSOE, c'est de mettre en place une association de propriétaires forestiers qui est basée sur un concept français qui rassemble potentiellement tout le monde à ce niveau-là. Donc, autrement dit, quelle que soit la surface de la propriété, mais toujours avec la claire définition, je veux dire, des opérations de la cellule en matière d'opérations groupées. On ne va pas aller s'occuper de conseiller des propriétaires de plus grandes propriétés. Les experts sont là pour cela, mais avec le souci d'avoir des formations spécifiques pour un territoire donné qui favorisent le partage d'informations et de formations entre propriétaires d'une zone. C'est ce qu'on a mis en place sur GEV SSOE. Il y a une dizaine de propriétaires qui ont d'ores et déjà adhéré à l'association. En adhérant à l'association, ils adhèrent automatiquement à la Société Royale et à NTF. Donc, autrement dit, pour ces deux structures-là, c'est important aussi d'avoir d'une certaine façon une base un petit peu et des propriétaires qui, a priori, peut-être ne seraient pas affiliés directement, mais par je veux dire, la création d'une association comme ça locale, et ben finalement, on a envie, je veux dire, de favoriser le réseautage entre propriétaires, des connexions entre propriétaires qui, au fur et à mesure des générations, encore plus dans des zones plus rurales, je veux dire, où il y a eu d'une certaine façon un certain exode rural aussi, il y a peut-être 30, 40, 50 ans, etc. On essaie de retisser ces liens-là. Même si on n'est pas dans les phénomènes d'exode ruraux, je veux dire, comme dans des plus vastes régions que la Wallonie, mais en pratique, il y a ce besoin de reconnexion entre eux, de meilleure connaissance entre eux et d'accès à la formation. Et donc, c'est un nouveau concept qu'on a développé sur le GAL Tige Chavet maintenant, que dans les prochaines semaines, on va développer ça avec le Parc naturel des sources. Donc, pour revenir aussi à ta question, Benoît, c'est clair que
avoir des acteurs locaux comme un groupe d'action locale ou un parc naturel, je pense que ce sont des acteurs particulièrement importants parce qu'ils ont une dynamique de territoire. Et je veux dire, c'est parfois ça qui manque aussi pour les forestiers qui travaillent un peu trop souvent, parfois en vase clos. Et donc, en ouvrant, je dirais, des partenaires comme cela, un peu plus multisecteurs, on va dire, la ruralité au sens large, je pense que tout le monde en bénéficie. Très bien, oui, effectivement, merci. Donc, peut-être que ça pourrait être aussi une occasion de rebondir sur ces deux groupements, un constitué et l'autre en cours, pour voir à présenter d'une façon beaucoup plus pratique, bon, certainement la plateforme à propriété forestière, mais également peut-être la plateforme Forestimator et aussi, je pense, la plateforme PhytoSpy qui permet aussi une autre démarche qui permet d'apporter des relevés de terrain pour pouvoir caractériser l'association végétale sur la station forestière, quoi. Donc je dirais à suivre, on pourrait se permettre de revenir vers vous et vers, bon, pas nécessairement Valérie, sauf s'il y a un parc naturel du Condro qui apparaît entre-temps. Je t'en cours. Voilà, vers le GAL. On y travaille. Et vers d'autres parcs naturels. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on arrive doucement à la clôture. Peut-être va-t-on passer à cela. Alors, je propose Alain de faire l'annonce pour la prochaine séance. Je vois que je ne suis pas sur la bonne dia, mais tu peux peut-être faire la présentation de ceci, Alain. Oui. Voilà, en fait, c'est même un petit peu plus large que uniquement les paiements électroniques. Donc, comme j'ai tantôt, en fait, au niveau de Agri-Innovation, on travaille à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour les forêts. Alors, on a sur les 5 comptoirs, un qui était plus spécialisé sur la forêt, donc celui d'aujourd'hui, mais les autres sont plus orientés agriculture, horticulture. Ceci dit, je crois qu'il y a toujours des informations intéressantes à pouvoir ressortir de ces différents comptoirs, en sachant qu'encore une fois, on tourne autour du numérique en tant que levier à l'innovation. Et donc, parmi les comptoirs, on a un qui sera plus focalisé sur les systèmes de paiement électronique qui existent en ferme. Alors, c'est vrai que si on prend uniquement une présentation des différents systèmes électroniques qui existent, ça risque d'être un petit peu court et ne pas non plus arriver à un objectif précis, c'est celui de savoir en quoi les données peuvent être utiles au sein de ma ferme. Et donc, des paiements électroniques, il en résulte quand même certaines données assez importantes qui peuvent être utilisées dans la gestion de ma ferme, que ce soit au niveau de la gestion économique, que dans la gestion des stocks, gestion des stocks, donc matières premières, produits, etc. Et donc, on fera un comptoir sur les paiements électroniques et sur les systèmes de gestion ERP, donc le système de gestion interne au niveau des fermes, tant au niveau des fermes qui ont des magasins chez eux qu'au niveau des coopératives aussi, qui sont de plus en plus fréquentes, les coopératives de vente qui fleurissent un petit peu partout maintenant en région wallonne. Et donc, on aura une présentation faite par CBC sur les paiements électroniques. On aura une présentation par Coop It Easy, qui est une communauté Odoo et qui travaille sur des systèmes de gestion ERP. Et ensuite, on aura Bertrand Delvaux qui va nous présenter artisan paysan d'une part, mais aussi son expérience personnelle puisqu'il a une ferme chez lui et qu'il a travaillé sur les systèmes de gestion au sein de son exploitation. Encore une fois, l'objectif, c'est de démontrer que le numérique est fort présent au niveau de nos exploitations déjà
Et l'objectif aussi est de faire réfléchir les agriculteurs quant au choix des outils à mettre en place au sein de leur entreprise. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une réflexion à avoir et, comme on disait tantôt aussi, dans le cadre de ce propre comptoir, la partie encadrement, conseil reste toujours important avant d'effectuer un choix. Voilà, donc ça aura lieu le 26 mars de 14 à 16 heures. En général, les comptoirs se déroulent plus l'après-midi, mais je crois que les forestiers sont peut-être des lèvres tôt, je ne sais pas, mais on a un petit peu changé cette fois-ci. Et alors ensuite, effectivement, tu parles du 4e comptoir sur les réseaux de connaissances. En fait, vous êtes dedans hein, en tant que forestier, puisque ce qu'on a eu aujourd'hui comme information, on est vraiment aussi dans cette typologie de réseautage d'une part et de mise en commun de connaissances, mais ici, ce sera plus orienté par rapport à ce qui se fait de plus en plus au niveau du monde agricole, c'est de mettre en place des systèmes de communication entre agriculteurs au travers de WhatsApp, au travers de Facebook ou autres outils. Donc, grâce au smartphone, on sait faire énormément de choses actuellement et donc il y a des réseaux qui se mettent en place d'échanges entre agriculteurs sur leur expérience. On peut parler d'agriculture de conservation, par exemple, où il y a pratiquement 50 000 membres. Eh bien, dès que quelqu'un fait un essai, il partage. Quelqu'un qui pose une question, il le pose, et ce sont les 49 999 autres qui peuvent répondre. C'est de nouveaux systèmes de communication qui peuvent permettre l'innovation au sein des fermes. Donc, dernier vendredi du mois d'avril. Et ensuite, on a un 5e comptoir sur les outils décision en gestion de fumure. Mais là, on n'a pas encore été plus loin dans la réflexion. Donc, on regarde un petit peu quels seront les partenaires possibles pour mettre en place ce comptoir numéro 5. Voilà. Donc, on veut remercier en tout cas tous pour votre participation. Je crois que c'était effectivement extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément, parce qu'encore une fois, je ne connais pas bien le secteur forestier. C'est Benoît, donc, qui est le grand spécialiste en la matière au niveau du réseau Wallon Développement Rural. Donc, je lui fais confiance en la matière, aussi bien dans le choix des personnes que sur le sujet. Et je crois que c'est effectivement extrêmement intéressant. Voilà. Benoît, si tu veux rajouter d'autres petits points, ou non, on peut aussi, si vous voulez, par la suite. Alors, on a parlé de l'apéro. Évidemment, malheureusement, je ne saurais pas vous l'offrir, mais on peut continuer éventuellement encore un petit peu à discuter par après, de manière peut-être plus informelle, bien que c'est déjà informel, hein, mais bon, voilà. Tout à fait. Donc, la réunion est terminée, mais la guindaille est ouverte, comme on disait auparavant. Donc, on peut commencer une discussion bâton rompu avec tous ceux qui le souhaitent.